Faut-il que vous soyez sympathique. Déjà, c'est une façon sympathique de demander les choses. Le public martiniquais est sympathique. Oui. Parce que je ne me la suis pas encore fait remettre officiellement. Donc, je suis titulaire, hein, mais je voudrais choisir le moment où je l'aggraferai, parce que je voudrais la mériter complètement. Alors, il faut développer ça. C'était pas une question préparée, j'ai lancé ça comme ça, mais c'est quoi le moment pour avoir vous êtes... Il y a un débat chez les journalistes, il y a des journalistes, il y a de nombreux confrères à moi qui refusent les décorations en disant... ne peut pas être décoré et continuer d'être à distance de la politique. Je les comprends assez bien. C'est pour ça que j'ai dû choisir une solution un peu de compromis. J'avais dit, et c'est une formule, j'ai peu de formules, vous avez pu l'avoir refusé. Vous avez pu l'avoir refusé. Non, parce que j'avais dit que, mais bien avant d'ailleurs, j'avais eu l'occasion 2-3 fois de dire que j'avais tant dit à la République française que je l'aimais, que j'aimerais bien que de temps en temps, elle me le montre. Ouais. Et bien là, elle me l'a montré, mais j'attends simplement. Donc voilà le moment. Et j'espère, dans mon esprit, c'est la fin de ma mission au CSA qui prouvera que j'ai essayé, parce que c'est comme ça que je vois mon rôle de membre du CSA, je suis nommé par la République, ça a un sens pour moi, la République française a un sens. Comme beaucoup de néo-français, ça a encore plus de sens parfois, contrairement on se comprend. Mais je crois que les téléspectateurs comprennent bien ce que je dis. Des milliers de personnes qui vous regardent. Et donc j'espère que quand j'aurai fini cette mission-là, le moins mal possible, je pourrai dire, ben écoutez, voici mon revers. Mais bon, voilà. Non, très bonne explication, c'est cohérent. Vous avez quand même obtenu, vous avez aussi obtenu le 7 d'or. En tant que meilleur présentateur du journal télévisé avec Carole Gessler. Ça, c'est bon, ça. Vous savez où est le diplôme? Vous me dites? Pas dans vos toilettes, non? Il est chez ma maman. Ah, bon. Aux toilettes. Je vous assure que chaque fois que j'y vais, ça remet bien les choses en place. Hein. J'étais pas très bien. Ah ouais. Vous aviez situé la pièce, mais pas la maison. Vous êtes un bandido. Ah non, en l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai fait chez ma maman. Hein. Moi, j'avoue que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit quand même quelle image elle a de moi. Hein. Mais ça, c'est très bien, parce que c'est ma maman, c'est ma famille, c'est mon milieu familial. Et là aussi, je pense que ceux qui nous écoutent comprennent ce que je veux dire, qui m'a toujours... fait rappeler que c'est pas parce que je passe dans le petit écran que vous n'êtes pas son fils, ou que je suis meilleur que les autres. Ou voilà. Je trouve que c'est très très fin de la part de ma maman de l'avoir mis là. Et donc voilà. Alors il trône là, si je puis dire. J'ai compris. C'est un très mauvais jeu de mots. Mais c'est une maman d'outre-mer à dire. Mais c'est l'outre-mer. Alors c'est dans ce contexte que vous avez, et dans le cadre de vos fonctions, que vous avez à intervenir. Comment ça fonctionne le CSA? C'est toujours difficile et j'essaye de l'expliquer en quelques mots simples. La principale prérogative du CSA, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les fréquences. Oui. Les fréquences, c'est coutume de dire pour que tout le monde comprenne, c'est un bien qu'on a en commun et qui appartient à personne. C'est un truc qu'on ne touche même pas, hein. Les fréquences, c'est ce qui passe dans les ondes, hein, dans l'air. Et ça, chaque pays, et la France notamment, considère que c'est du domaine public, c'est une richesse publique. Et pour que personne ne se l'accapare d'une façon définitive, il a été créé une autorité de régulation qui est chargée de distribuer pour des périodes très précises et renouvelables éventuellement ces autorisations en télévision comme en radio. Et elle le fait non pas contre l'espèce sonnante et trébuchante comme ça se fait par exemple dans les pays anglo-saxons où l'on vend les fréquences. On les met à disposition de candidats qui ont été sélectionnés sur un certain nombre de critères qui seraient très longs d'énumérer pour l'essentiel, mais qui sont aussi bien des critères de respect des règles de déontologie, de respect de la loi audiovisuelle qui est très précise en France, de respect aussi d'un équilibre financier et économique, ensuite de respect d'un format, il y a des télévisions qui sont des généralistes, etc. Voilà, c'est le suivi de tout cela et qui fait que c'est ça qu'on appelle la régulation, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la possibilité de s'adresser tous les jours à un public a un certain nombre d'obligations qu'il doit respecter. Celui qui fait respecter ses obligations, c'est le CSA. Dans la pratique, il y a des milliers et des milliers d'heures qui défilent, là, parce qu'il n'y a pas que la presse audiovisuelle. Ah, nous ne faisons que l'audiovisuel, nous faisons télévision et radio. Mais le son, c'est ça, l'audiovisuel, l'audio est dans... Ça fait des heures d'écoute, ça fait des heures de visuel. Et comment pratiquement être organisé pour tout surveiller, tout savoir?
Vous agissez sur dénonciation ou bien comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, il y a au Conseil supérieur de l'audiovisuel des services avec des gens absolument remarquables. Moi j'ai appris, je pensais que c'était une administration, avec l'image qu'on se fait de l'administration un peu vieillotte et poussiéreuse. Moi j'ai rencontré, je travaille quotidiennement avec des gens très jeunes, des gens très divers d'ailleurs. Je pense que c'est une... Je suis en train de faire en sorte que le CSA obtiennent le label de la diversité. Les entreprises, les administrations ou assimilées peuvent le faire aujourd'hui et c'est un parcours assez compliqué parce que c'est un véritable audit de votre propre fonctionnement. Donc avec des services extrêmement efficaces et puis des systèmes qui permettent soit par sondage, en écoutant, en suivant telle ou telle émission, de savoir ce qui cloche ou ce qui ne cloche pas. Et puis, vous aviez apporté la réponse dans votre question. C'est-à-dire, vous avez demandé si c'était par des dénonciations. Oui. Vous voyez que je n'oublie jamais la question. Oui, mais alors, ça c'est moche. Hein. Quand un élu BALU, non, mais c'est comme ça, c'est comme pour le fisc, c'est comme pour les impôts. Oui, mais c'est moche. J'ai déjà dénoncé. Suivez-vous, dans mon acte de ma vie, j'ai déjà pris ma plume pour dénoncer. Mais parfois, c'était nécessaire. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et le CSA est intervenu et les choses ont été rectifiées. Ce qu'il y a d'important, si je puis me permettre, en revanche, quand un téléspectateur, je profite de ma présence ici, lui considère que quelque chose n'est pas correct, et on en a très souvent, il a tout à fait la possibilité d'intervenir et de nous saisir au CSA. Sans passer par son député, et j'agis très souvent sur les questions de déontologie, sur des interventions par mail des auditeurs, et là, ou des téléspectateurs. Et même par simple courriel, par simple un courriel. Mail. Les courriels, ils sont pas anonymes, hein, à partir du moment où c'est pas anonyme. Absolument. Et là, ce n'est pas de la dénonciation, je pense que c'est les téléspectateurs qui essaient de faire respecter eux-mêmes la loi. Alors, quand un élu BALU prononce sur l'antenne des propos du style la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est un fait, vous intervenez, vous êtes intervenu. Ça est intervenu, oui. Pas à titre personnel, puisque vous le savez que c'est un des autres éléments de fonctionnement du CSA. Nous sommes 9 membres pour justement permettre que nos personnalités respectives ne soient pas mises en doute au moment où on prend une décision. Et donc, cette décision... Mais vous vous souvenez quand même qu'on a essayé de vous chercher des Oui, parce que le fonctionnement du CSA... Parce que vous avez réagi en disant qu'il existe aussi des Arabes qui ne sont pas voleurs et qui sont membres du CSA. C'était une boutade vraie. On vous a reproché cette boutade. Oui. Alors, non, c'est simplement sur le fonctionnement, puisque vous avez la gentillesse de m'interroger. Donc, c'est vrai que je m'occupe notamment des affaires de déontologie. C'est-à-dire chaque conseiller mène un certain nombre de dossiers qu'il présente ensuite à ses autres collègues tous les mardis. Et il se trouve que sur les questions de déontologie, c'est moi. Voilà, parce que j'ai un passé qui fait que... Et c'est vrai que j'ai eu à traiter de cette affaire-là et de beaucoup d'autres. Alors, je voulais traiter de cette affaire-là et de la querelle longue qui vous a été faite parce que vous n'avez pas démissionné de vos fonctions, de votre chaîne d'origine. Je n'ai plus de fonction à France Télévisions. Oui, mais je suis détaché. Je suis détaché. Je ne touche aucun salaire. Ma retraite est suspendue. Et au nom de la convention collective des journalistes qui le prévoit, en cas de détachement pour soit devenir responsable d'un service dans un secrétariat d'État ou être même ministre, ce qui arrive, des journalistes deviennent ministres, les journalistes du service public ont dans la convention actuelle la possibilité d'être mis en disponibilité. Alors, ça a été mon cas. Il vous a été fait le reproche, ainsi qu'à votre collègue Françoise Laborde, de n'avoir pas totalement démissionné et d'avoir justement utilisé une solution conventionnelle, donc légale. Le conseil collectif, c'est la loi entre les partis, donc qui est une loi qui est prévue pour les élus, pour les députés, pour les attachés. C'est quelque chose qui est écrit. Vous êtes un homme de loi, vous savez quand même. Absolument. Et on vous a traîné ça, j'ai vu un petit peu dans la presse à l'époque, sur le site, j'ai fait l'inventaire, on vous a traîné ça. Est-ce que vous croyez que ça aurait été aussi intense si vous n'étiez pas Rachid Arabe? Je n'aurais pas la prétention de répondre à cette question. En revanche, ce que je voudrais dire... Vous avez le sentiment quand même qu'on vous a un petit peu canardé, un peu Oui. Et qu'il y en avait beaucoup qui étaient gênés de voir un Arabe qui s'appelle Rachid Arabe au CSA. Ce que je tiens simplement à dire, c'est que contrairement à ce qui était sous-entendu, parce que c'était ça, ce qui était grave dans l'affaire, c'est qu'on sous-entendait que je touchais 2 salaires, ce qui est faux, archi faux. Je le redis, ça a son importance à mon âge, que ma retraite est suspendue pendant la durée de mon absence. Et 3,
et on s'achemine vers un scoop, tenez-vous bien, je ne suis pas sûr de retourner à France Télévisions. Oui, vous l'avez dit à l'époque. Oui. Oui. Mais, voilà, après vous savez, cette affaire, comme beaucoup d'autres, c'est un peu l'écume des choses, c'est aussi peut-être le résultat, peut-être que l'on s'appelle Rachid ou Françoise, peut-être que quand on arrive à un certain niveau de responsabilité, on déclenche un certain nombre de jalousies, j'allais dire jalouseries parce que c'est plus précis, voilà, ça fait... La seule chose qui m'ait fait mal, c'est que ma propre belle-mère a pensé que j'avais 2 salaires. Oui, c'était un quiproquo familial. Là, oui, mais c'est grave, parce que c'est bien la preuve que ceux qui ont voulu utiliser cette affaire, avec des guillemets, ont pu faire mouche à de nombreux lieux. Et j'ai essayé, moi, simplement, en plus, je n'avais que ma bonne foi à retourner. On a même utilisé cet argument quand vous avez fait correctement votre travail et que vous avez, à l'occasion d'errement, pour parler de... On dit manquement. De manquement de votre ancien employeur, plus précisément de Patrice Duhamel, qui ne répondait pas à vos interrogations à propos d'une erreur qui avait été faite sur la mort d'un gamin et qu'il n'était pas mort. Enfin, il y avait une erreur journalistique. Et ça, vous êtes également juge de ces situations, de ces graves supports. Je suis pas le seul juge, encore une fois, je juge avec quand je dis vous, je parle du CSA, donc tout à fait. D'accord. Mais du fait que, alors on vous a reproché à ce moment-là d'être excessif. D'accord. C'est-à-dire que dans tous les sens, alors on a essayé de vous paralyser. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Oui. Vous pouvez faire l'analyse. Vous pouvez crier des... Ce qui compte, c'est que je passe toutes ces épreuves-là, et jusqu'à présent, je les ai passées. Victorieusement. C'est prétentieux, mais sans qu'on puisse dire ce garçon-là ne mérite pas d'être à l'endroit où il est. Oui, on vous dit que vous en faites trop, on vous dit que... Oui, mais on ne dit pas que vous n'êtes pas capable de le faire. Voilà, je préfère qu'on dise que j'en fais trop, plutôt qu'on dise que je ne fais rien. Oui, absolument. Béabère de la République, ça vous dit quelque chose, ça? Vous seriez un béabère de la République? Non, parce que vous revendiquez votre... Je ne revendique pas, c'est pas un drapeau, puis c'est dedans. Vous ne rejetez pas. Oui, c'est dedans, si je peux me permettre, c'est un peu mon créole à moi, la langue kabyle, la langue berbère. C'est ma façon d'être uni avec ceux qui me ressemblent. C'est ma façon d'échanger avec eux. Je vous rappelle ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est votre identité, que c'est votre jardin secret, ouais. Et que vous avez été longtemps condamné par l'histoire, notamment celle de l'immigration. Ce sont vos propos, j'invente pas. Et aussi par des événements qui ont touché... Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Oui, c'est écrit là. Par des événements qui ont touché votre pays d'origine. Je rappelle que votre pays d'origine, c'est l'Algérie. Hein. Donc, quand on parle d'événements d'Algérie, on sait de quoi il s'agit. Hein. Même si pour certains c'était une guerre, pour d'autres c'était des événements. Bon, vous avez préféré des événements, bon, d'accord. Et que vous avez été condamné à un certain silence. Ouais. Ah là, j'ai pas compris. C'est pas moi qui ai été condamné au silence. Mes parents, et comme tous ceux qui ont émigré un jour, de gré ou de force, se sentent mal dans la société d'accueil. Malheureusement, l'actualité le prouve encore aujourd'hui dans d'autres pays. On le voit tous les jours. Oui, donc c'est vrai que mes parents ont eu tendance à m'enseigner une forme de discrétion, de non-revendication, parce qu'eux-mêmes vivaient comme ça pendant des années. Imaginez, je pense que la meilleure façon de comprendre, c'est quand je rappelle que mes parents et moi, on a vécu, quand je suis arrivé en France, dans un pays qui était en guerre contre mon pays d'origine. Imaginez la situation. J'ai séjourné à cette époque-là, gamin, un peu plus vieux que vous quand même. J'ai séjourné à Paris, en France, et je me souviens de l'ambiance. Donc voilà, vous imaginez que donc c'est ça la notion de silence. Mais ce n'est pas un silence coupable, hein, si c'est le sens de votre question. Je ne me sens absolument pas coupable. C'est ce silence-là qui permet justement de mûrir et de ne pas dire n'importe quoi. Et qu'on ne demande pas, comme c'est parfois le cas aujourd'hui, à des gens de faire des déclarations solennelles sur leur appartenance ou leur non-appartenance. J'arrête là parce qu'après je vais sortir de mon obligation de réserve. Mais mon silence, c'est ça, c'est un silence qui vous permet de vous constituer un peu comme citoyen. Et c'est en ça qu'il me semble qu'aujourd'hui, je pense que je suis un bon citoyen.
Et pourquoi vous avez dit que votre communauté, vous avez été condamné, ainsi que les autres Kabyles, à vous intégrer, parce que c'est à l'occasion d'une réunion de Kabyles que vous avez dit ça, que vous avez été condamné à vous intégrer à votre façon, à notre façon, on parlait des Kabyles, la société. Nous avons été, je reprends vos mots, allez-y, allez-y. Nous avons été condamnés à nous intégrer, il y a une faute, c'était écrit s'intégrer, mais enfin c'est celui qui a écrit qui a mal rédigé, à nous intégrer à notre façon dans la société française. Pourquoi condamner à nous intégrer dans la société française? Ben, condamner, c'est quand vous n'avez pas le choix. Et l'émigration n'est pas un choix. La plupart du temps, c'est parfois un choix économique. C'est pas une condamnation. C'est rarement un choix. Mais pourquoi cette notion de condamnation? Parce que par ailleurs, dans vos propos, la résultante de ça n'est pas marquée. Vous voyez qu'on évolue. C'est qu'aujourd'hui, je ne dirais pas condamnation. C'est ça. C'est la preuve qu'on grandit tous les jours et qu'on affine sa compréhension de soi-même et du monde. Non, ce qu'il y a de vrai, en revanche, c'est ce que je vous ai dit sur le fait que mes parents, comme beaucoup de gens originaires du Maghreb, ont été dans le silence, la tête baissée, et qu'ils ont eu tendance à apprendre à leurs enfants qu'il fallait surtout ne pas être différent. Et quand je regarde aujourd'hui la situation française par rapport à ces communautés d'origine, je me dis que je préfère quand même avoir eu des parents qui me tenaient en me disant « tiens-toi bien », plutôt que d'avoir des parents qui ont beaucoup démissionné et qui laissent leurs propres enfants à la dérive. Comme on voit maintenant dans la région périphérique parisienne. Et expliquez-moi ce que vous avez appelé le fantasme de la France par rapport à votre identité kabyle. Que lorsque vous disiez « je suis kabyle », que les regards changeaient, que les comportements changeaient. Ah, mais ça c'est une vieille histoire aussi, mais en deux mots, les Berbères, donc, qui sont des populations originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique du Nord, et qui ont vu passer au 7e siècle les populations arabes qui venaient d'Arabie Saoudite et qui sont montées, vous le savez, en Espagne, etc., qui se sont arrêtés du côté de Poitiers, sont passés donc en Berbérie et ont imposé leur langue. Donc c'est une minorité. C'est une minorité qui s'est toujours sentie différente, parce qu'elle est différente de fait, hein, comme beaucoup de minorités. Il ne faut pas chercher à nous donner des origines qu'on n'a pas. Même si je porte un nom qui phonétiquement en français semble dire arabe, quand on le dit ou en algérien arabe ou en algérien kabyle, on dit al-hab, on prononce le H. Donc ça ne veut pas du tout dire la même chose, c'est plutôt quelque chose comme bienvenue. Ouais. Donc je me perds un peu moi-même, parce que je voulais dire par là tout simplement que c'est une minorité qui, au sein d'une autre minorité, s'est sentie parfois un peu utilisé, et pourrait dire les choses, allez, je vais arrêter de tourner autour du pot, c'est bête. C'est vrai que pendant très longtemps, parce que cette population était différente, parce que ces traits physiques étaient parfois assez différents aussi, il y a beaucoup de gens roux en Kabylie, beaucoup de gens à la peau très claire. Et malheureusement, ça compte dans la relation et à certaines périodes de la colonisation française, on a eu tendance à dire aux Kabyles, en plus comme ils parlent une autre langue, on a tendance à leur dire mais vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes un peu mieux. Ouais. Et puis parce qu'il y a une tradition de francophonie et de francophilie très importante. Comme on a dit aux Antillais par rapport aux Africains, mais vous êtes différents. On connaît. Et donc c'est tout cela qui fait que voilà. Alors dans vos traditions fortes et ancrées, vous mettiez, je vais faire l'inventaire à la Prévert, la dignité. Et en précisant si ce n'est une dignité certaine, donc marquée, le sens du travail, le sens du devoir et le sens de la discrétion. Ouais, discrétion, j'ai essayé de montrer. Alors c'est bizarre, c'est bizarre d'expliquer la discrétion. Vous reconnaissez que c'est un peu antinomique. Hein. Mais j'espère que toutes les années où je me suis tué, en fait, c'est le silence qui prouve la discrétion. Ouais. Donc ça répond peut-être à la question de tout à l'heure. J'essaie toujours de répondre complètement à la question. La dignité, c'est parce que j'ai un fort sens de ce que c'est un homme ou une femme, parce que j'ai dans la tête un truc qui me lâchera jamais, c'est l'image de ma grand-mère maternelle en Kabylie, avec un mari mort très jeune, et d'une femme qui s'est retrouvée avec beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, et que j'ai vue tout le temps droite, digne, souriante, et qui a jamais baissé les bras.
Ça, c'est ce que j'appelle la dignité. En plus, la Kabylie est un pays difficile, aride, où on ne faisait rien pousser pendant très longtemps, et où les femmes travaillaient elles-mêmes la terre, le peu de terre qu'il y a dans ces endroits rocailleux.